Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter, les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique dans les foyers? Voici quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran. On va regarder un épisode ensemble juste après ça. D'abord, elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour. Jeanne, vous allez nous parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais appliquée au champ des musées et des œuvres d'art. Oui, on va faire un état de l'art, donc de l'IA dans le cadre muséal, et on va voir que la culture est loin d'être à la traîne. On va voir ça dans un instant. Et puis le code. Ça fait des semaines, des années qu'on en parle beaucoup, notamment auprès des enfants. Les lignes de code rythment nos vies autant que les leurs. Mais pourquoi est-il si important d'apprendre à coder? Voilà une des questions qu'on va poser à notre invité du jour, Axel N15. Bonjour Axel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directeur général d'une entreprise dont on va parler dans un instant, suspense. Mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans au sein des foyers avec cette série que nous propose notre partenaire, le Clémy. Ça s'appelle La famille tout écran et on découvre dans un instant un extrait. Les parents, je vous présente ma copine Marie. Elle était en voyage, en Inde. Elle est youtubeuse, elle a 200 000 abonnés. Marie, sois la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? T'as faim? Tu veux des cookies, un jambon beurre, une bouillotte? Non. Depuis que maman a créé sa chaîne sur les bonsaïs, elle a peur d'un truc. Oui, j'ai peur des trolls. Des trolls? Ça ressemble à ça. Il y a des gens sur Internet qui utilisent des pseudos et qui se permettent de te dire les pires horreurs en ligne, de t'insulter sans jamais avoir de problème. Ça, c'est des trolls. Concrètement, si ça m'arrive, je fais quoi? Il faut absolument déposer plainte. Sous toutes mes vidéos, j'avais des centaines de commentaires de gens qui me demandaient de me suicider. Non mais c'est bien marqué, c'est très grave. Hein. Les parents sont responsables vis-à-vis de leurs enfants. Ouais. Et si c'est un adulte qui est le cyberharceleur, il peut passer directement à la case-prison. Dis-moi, t'accepterais de faire la guest sur une de mes vidéos? Alors là, c'est l'heure C'est l'heure de faire autre chose. C'est ça. Ouais, Voilà. bisous. Et tu sais, si tu cherches un guest, je suis là. C'est l'heure de faire autre chose. Bisous. Nous sommes tous responsables de ce que nous publions, likons et partageons. Harceler quelqu'un en ligne derrière un pseudo, c'est illégal. Alors si vous êtes victime ou témoin d'agression sur les réseaux sociaux, vous devez signaler les comptes malveillants auprès des plateformes et les bloquer. Et surtout, parlez-en autour de vous. Maman, voilà ce que je fais au troll. C'est pas un troll, c'est papa. Oui, mais tu dis toujours qu'il t'embête. Depuis 2016, l'apprentissage du code informatique est obligatoire au collège à partir de la 5e, un enseignement qui n'a pas pour objectif de faire des enfants les développeurs de demain, mais qui tente au contraire de leur apprendre à comprendre et donc à maîtriser le monde numérique. Quels sont donc les réels bénéfices de l'apprentissage de la programmation? Quels sont aussi les outils qui révolutionnent leur enseignement? On va en parler, la preuve par l'exemple aujourd'hui avec notre invité dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Axel N15, vous êtes le directeur général de Learning Robots. Bienvenue encore. Je voudrais peut-être repartir avec vous du commencement. Comment est venue cette idée de créer Learning Robots avec votre fondateur qui travaillait en recherche au CNRS, je crois? Voilà, je suis associé à Thomas Deneux. Thomas Deneux est un chercheur en neurosciences au CNRS, un normalien, qui a fait 18 ans de recherche sur le fonctionnement du cerveau, notamment avec les animaux, et qui a eu l'idée, en fait, dans les années 2015-2020, de créer un logiciel qui simule le fonctionnement du cerveau animal et qui permet d'enseigner très concrètement ce que c'est que l'IA, et notamment les réseaux de neurones, le machine learning, avec un robot éducatif. Donc Thomas a conçu un petit robot que je peux montrer que vous avez là, que j'ai là, qui se déplace dans une arène, et avec ce petit robot, on va comprendre comment marche un réseau de neurones, quels sont les différents modes d'apprentissage, et on va pouvoir rentrer dans la boîte noire de l'IA, ouvrir la boîte noire de l'IA et faire comprendre en fait aux enfants et aux adultes
comment fonctionne l'IA et quels en sont les mécanismes. C'est important, je vous vois réagir, Jeanne, effectivement. Aux adultes, oui, parce que c'est complexe. Mais je crois que même les scientifiques ne comprennent pas exactement ce qui se passe dans l'espace latent, comme on dit, non ? Il y a un gros sujet sur l'explicabilité de l'IA. Et en fait, pour qu'une IA puisse être transparente, puis qu'on puisse comprendre où va l'IA, il faut absolument pouvoir l'expliquer. Et pour pouvoir l'expliquer, il faut d'abord pouvoir la comprendre. Et c'est exactement la mission de l'Orni Robot. C'est faire comprendre comment fonctionne l'IA dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités et dans les entreprises. On a une activité également auprès des entreprises pour faire comprendre l'IA à des personnes, des comités de direction de grands groupes. Parce que c'est de plus en plus une demande de leur part aussi. Exactement. L'IA est un sujet qui est un peu flippant, si je puis dire, dans les entreprises. Les gens ont un petit peu peur de leur évolution de carrière. Et il est crucial que dans les comités de direction, mais pas que, on puisse démontrer comment fonctionne l'IA et on le fait d'une façon concrète, amusante, progressive avec ce petit robot. Et je crois qu'on a vu à l'écran également l'interface graphique qui permet de visualiser en temps réel comment fonctionne cette application. C'est ça. Alors ce robot que vous nous avez amené aujourd'hui en plateau s'appelle Alphaï. Le robot s'appelle Alphaï, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Alors, le robot il ne passe pas l'aspirateur, il ne tombe pas la pelouse, donc ce n'est pas un robot utilitaire. C'est un robot qui a pour mission de se mouvoir avec sa caméra, ses ultrasons, ses infrarouges, de suivre une ligne sur le sol, de taper dans un ballon, d'éviter les obstacles. Et avec ces prétextes donc de motion du robot, on va comprendre en fait comment fonctionne un algorithme et on va pouvoir tester différents algorithmes pour arriver au même résultat. Et de façon ultime, on va pouvoir faire de la programmation en langage Python, de nouveaux algorithmes pour faire au robot des choses pour lesquelles il n'a pas été conçu au départ. Vous organisez aussi, je crois, dans les écoles, des courses de robots. Exactement. Donc on commence en général en classe de techno par des courses de robots autonomes et on voit que ça génère une excitation très grande auprès des enfants. Typiquement, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est une fête de la science où les enfants testent leur capacité d'apprentissage des robots. Ensuite, on met le robot en mode autonome et le robot est aussi bon que le set de données qu'il a reçu au moment de l'apprentissage. Donc les enfants qui ont bien entraîné leur robot gagnent la course et ceux qui ont moins bien entraîné leur robot ne la gagnent pas. Ça veut dire que dans le cadre d'un exercice comme celui-là, la programmation par les enfants se fait en amont de la course ? Et ce n'est pas exactement une programmation, c'est plutôt on rentre des images, on rentre des images effectivement d'entraînement. On entraîne en fait le robot et c'est ces images d'entraînement qui vont permettre de mobiliser l'IA, l'algorithme, pour pouvoir gagner la course. On est en amont de la programmation. On est vraiment dans une IA. Par contre, on va retrouver la programmation en aval pour les très grands qui vont faire de la programmation en langage Python d'algorithme. Ah oui, c'est ça. Mais l'apprentissage de l'IA est un petit peu une alternative en fait à la programmation en langage Scratch qui est très très connue dans l'élémentaire et dans les classes de techno. C'est facile d'apprendre à coder, Axel ? Alors, apprendre à coder, effectivement, en Scratch, c'est très facile. Par contre, en langage Python, là, on est vraiment au niveau des informaticiens et ça ne concerne que nos étudiants qui sont en université, dans les grandes écoles ou en classe de prépa. C'est pas si facile que ça, mais c'est progressif. Comme notre outil est progressif, on peut commencer par des choses très simples et progressivement aller vers la construction d'algorithmes complexes. Parce que vous avez 3 modes d'apprentissage. On a 3 modes. On a le mode effectivement débutant où on va juste constater ce que fait l'IA. On a le mode avancé où on va soulever le capot et comprendre effectivement les équations qui permettent d'arriver aux actions, aux décisions que prend l'IA. Et puis on a le mode expert où là, il n'y a plus de capot, la voiture est démontée et on a juste des lignes de code Python qu'on va écrire et qui vont permettre de créer des nouvelles activités. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on met peut-être un tout petit peu trop la pression aux jeunes, aux enfants, pour qu'ils sachent absolument programmer en ce moment ? Est-ce que c'est quelque part un effet de mode ? Alors, en même temps, oui, vous avez raison, mais en même temps, c'est vrai que la programmation, la maîtrise de l'IA est un atout très important pour pouvoir avoir un job demain. Enfin, on sait bien que beaucoup de jobs qui n'ont pas un contenu scientifique, technique grand, peuvent être éventuellement menacés. Et donc, leur donner ces outils très jeunes, ça va permettre de les armer pour la révolution de l'IA, la révolution qui est en fait en chemin, qui est en train d'arriver. C'est vrai, le cabinet IDC estime que seul 0,3% de la population mondiale sait coder, soit l'équivalent du pourcentage de personnes sachant lire et écrire au Moyen-Âge. Parmi eux, seulement 15% de femmes, malgré tous les efforts déployés évidemment depuis plusieurs années maintenant sur le secteur pour former de plus en plus de développeurs. Est-ce que vous, Axel, dans les ateliers que vous menez, que ce soit dans les écoles et même un peu plus tard dans l'éducation, vous voyez de plus en plus de jeunes filles ? Alors justement, c'est
point très important avec l'éducation nationale, c'est de pouvoir démarrer nos activités suffisamment tôt. Donc on pense bien sûr à la 5e, les classes de techno démarrent en 5e, pour susciter des vocations féminines. Quand on fait nos opérations en seconde, c'est trop tard. En seconde, il y a déjà, enfin, dans les sections NSI, sections scientifiques, il y a déjà 15-20% de filles maximum, alors qu'en 5e ou à la limite en CM1, CM2, il y a encore la parité totale filles-garçons. Comment ça s'explique, ça? Alors, les filles sont un peu impressionnées parfois par le côté scientifique, alors que bizarrement, elles sont plutôt elles sont plutôt meilleures. En fait. Quand on regarde un petit peu les résultats, elles sont plus. Parfois, je vais prendre des stéréotypes. Elles sont parfois plus consciencieuses. Elles ont le souci du travail bien fait, et donc parfois elles réussissent mieux. Mais elles vont avoir cette appréhension au départ en disant c'est pas forcément une carrière qui est faite pour moi. La science, c'est un monde d'hommes. Donc il peut y avoir effectivement des blocages au démarrage. Alors que franchement, ce sont des métiers absolument passionnants. La faute peut-être à la culture qui a poussé l'image du geek. Voilà, effectivement. Mais vous trouvez malgré tout que c'est un secteur qui est ouvert à la diversité et à l'inclusion en France? Alors oui, absolument. Enfin, il n'y a aucune raison, en tout cas aucune raison pour que ce ne soit pas ouvert à l'inclusion. On a également des opérations dans des quartiers plus difficiles où effectivement on fait des ateliers d'initiation à l'IA et on travaille avec beaucoup d'associations qui sont sur le terrain dans des départements, par exemple en Île-de-France, et qui utilisent nos solutions dès le CM1, CM2, dès les petites classes du secondaire, pour pouvoir former des jeunes à l'IA. Est-ce que parfois vous avez peut-être des réticences de la part des parents qui vous disent l'intelligence artificielle, ça me fait un peu peur, notamment avec parfois les dérives de ChatGPT, l'intelligence artificielle la plus connue en ce moment, ou au contraire, c'est vraiment justement essayer de comprendre cette technologie pour mieux la maîtriser? Alors, il n'y a pas un seul type de parents, il y a plusieurs... c'est vrai. Mais je dirais que la tendance est plutôt que les parents sont contents que leurs enfants appréhendent cette technologie. C'est une technologie d'avenir, du futur, qui va leur donner un avenir. Et donc, ils sont plutôt contents qu'il y ait effectivement des personnes qui s'occupent de leur donner cet apport. Parlons international à présent, si vous voulez bien, Axel. Vous vous êtes rendu sur le BETT Show à Londres, le salon de l'éducation et du numérique en Angleterre. Votre fondateur a indiqué alors que même si l'IA était présente sur le salon, aucun de vos concurrents ne cherche à expliquer comment cela fonctionne, à ouvrir la boîte noire, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi, selon vous? Est-ce que le sujet est trop complexe? Alors, c'est un petit peu ambitieux de dire qu'on est les seuls dans le monde à faire ça, mais c'est vrai que Thomas a eu une intuition qui était il maîtrisait très bien les neurosciences, il maîtrisait très bien l'informatique, le codage, donc il avait ces deux apports qui a fait qu'il a eu cette volonté, cette idée d'avoir créé un logiciel qui permet de faire ça. Et on n'a pas trouvé sur le salon du BETT une entreprise qui fasse la même chose que nous. Et donc on a été visité par des Américains, par des Européens, par des Chinois. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et certains sont vraiment très très ébahis par ce qu'on fait et souhaitent, notamment les fabricants de robots, souhaitent qu'on adapte notre logiciel à leur robot pour donner de la valeur à leur robot. Donc on prend un robot éducatif qui fait de la programmation Scratch, on lui ajoute Learning Robot, AlphaI, et on a un robot qui permet d'apprendre l'IA. C'est aussi simple que ça. Et ben voilà, on va continuer d'en parler dans un instant. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? You said you hear it.
The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Axel Hennequin, directeur général de Learning Robots. Mais juste avant de reprendre nos discussions, Axel, si vous le voulez bien, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, on va continuer à parler d'intelligence artificielle avec vous, mais cette fois-ci dans le champ du musée et des œuvres d'art. Absolument. Mais pour ne pas déjà décevoir trop d'attentes, je préfère dire que je ne vais pas parler aujourd'hui de tous les filtres IA qu'on a tous vus passer sur nos réseaux sociaux et qui parfois émanent de nos musées même, qui vous déguisent en Van Gogh, qui vous permettent d'enfiler avec un swag tout pharaonique, un collier d'Égypte antique ou un casque viking. Non. Aujourd'hui, il s'agit de comprendre que depuis une demi-décennie, les musées raffolent de tech générée par IA. Depuis le MoMA à New York jusqu'au Rijksmuseum à Amsterdam, en passant par la Fondation Louis Vuitton à Paris, tous entendent entraîner les IA avec leur base de données gigantesque. Plus de 3 millions de notices pour la base de données POP, qui réunit toutes les œuvres numérisées de nos musées nationaux. Autant vous dire, un gigantesque terrain de jeu pour les IA. Mais alors Jeanne, au-delà du filtre Van Gogh effectivement et du casque viking, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle dans le domaine du musée? Alors l'une des premières applications, eh bien, ce sont les agents conversationnels dont on imagine aisément comment ils peuvent nous aider dans le cadre d'une visite de musée. C'est le cas notamment du musée d'Orsay où a lieu en ce moment l'exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise, visible jusqu'à février 2024, où il est possible de faire une drôle de rencontre avec le jumeau numérique de Van Gogh, créé par l'entreprise Jumbo Mana, qui est associée à l'historien d'art Wouter van der Wijn, pour compiler notamment les plus de 800 lettres que Van Gogh a écrites et les injecter dans un LLM, un grand modèle de langage qui parle dans le style parfois plus qu'approximatif de l'artiste néerlandais. On parle ici de Smart Memory pour évoquer justement cette mémoire écrite adaptative. Et évidemment, la question qui a le plus été posée à Van Gogh, c'est pourquoi, Vincent, dis-tu, t'es-tu coupé l'oreille? J'imagine qu'il la pose d'une façon un peu plus fluide que moi, mais c'est à peu près ça. Ça veut dire que l'intelligence artificielle permet aussi une expérience quelque part sur mesure pour accéder à l'art? Absolument. Ces interfaces, elles entrent dans ce qu'on appelle le design centré sur l'humain. Et plusieurs musées ont tenté de tirer parti de cette individualisation du service. Au Musée national des beaux-arts du Québec, ils ont créé un chatbot qui guide le visiteur en fonction de ses moindres souhaits. Imaginons une visite feel good, je ne sais pas, mariage, baptême dans un musée. Il y a de quoi faire. Le chatbot va vous faire un parcours juste pour vous. Et ce qui est enthousiasmant, c'est que en fait, il n'y a pas de limite à l'individualisation. Un autre musée, le Cleveland Museum, lui, a développé un moyen de s'approprier les collections qui consiste à en fait prendre et importer une de vos photos et grâce à une IA, de voir en fait l'œuvre du musée la plus proche visuellement de la photo, de votre photo que vous avez importée sur le site. Ça s'appelle Lens AI. Et donc, en tapant ça sur Internet, eh bien, on va pouvoir mettre la photo, eh bien, par exemple, du bichon frisé de mamie et tomber sur une pastorale ou avec un parc d'attractions, tomber sur une photo du Brooklyn Bridge. Ou encore, d'autres sont plus étonnants. Ce labrador avec une photo d'une vieille d'un photographe qui s'appelle Nixon, ou ce petit cochonnet qui se faisait masser tranquille au spa au KLM et qui était associé à une peinture de Frans Hals du XVIIe siècle. Étonnante, ce sont les IA. Évidemment, donc ça peut paraître gadget, mais l'idée, c'est de contribuer à briser une barrière qui peut séparer la
culture, les beaux-arts, des publics appelés par les musées, des publics dits non acquis. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on se situe quand même un peu plus du côté du divertissement dans ces exemples. Oui, mais ça n'empêche pas l'IA d'avoir des implications dans le domaine de la recherche sur les musées, sur des objets muséaux. Si l'on prend le cas du musée des Antiquités nationales situé à Saint-Germain-en-Laye, eh bien, lui conserve les éléments d'un plafond sculpté et gravé de la grotte dite Roc aux Sorciers. Alors, l'ensemble, il a 14 000 ans, c'est le Lascaux de la sculpture, mais le hic, c'est que son plafond s'est effondré en un millier de fragments, tous conservés au musée des Antiquités nationales. Imaginez un puzzle de 1000 pièces fait à partir de micro-bouts de roche, c'est un sacré défi. Et pour y répondre, eh bien, ils ont bénéficié d'une technologie qui s'appelle Archipuzz. Le principe, c'est donc l'IA, grâce à un modèle mathématique de probabilité et informé par des téraoctets d'images préexistantes, eh bien, on va pouvoir prédire la position ici de tel bout du temple de Petra ou d'une image japonaise. En fait, c'est le même principe que l'outpainting d'applications telles que DALL-E ou Midjourney. Et je finirai en tout cas avec un champ sous-jacent à toutes les différentes applications de l'IA dont on vient de parler. C'est tout le travail dit de numérisation des apparences. Ça aussi, c'est fait et c'est aidé par l'IA, notamment grâce à l'INRIA, dont on a parlé ici, qui est notre Institut national de recherche en sciences numériques, et leur coupole qui s'appelle leur coupole Manao. C'est un environnement à la Kubrick qui, justement, permet la numérisation d'œuvres les plus récalcitrantes. Je parle ici, par exemple, d'éléments brillants qu'on pouvait voir dans l'orfèvrerie d'un trésor de Taillac conservé aussi au Musée national des Antiquités nationales. Et donc, grâce à l'apprentissage par renforcement, l'IA, elle va capter comment la lumière, comment la matière et comment la forme interagissent avec synergie. L'IA, donc, elle intervient à tous les échelons de l'industrie muséale. Et bien donc, affaire à suivre pour ces futurs développements dont on imagine qu'ils ne pourraient être que passionnants. Effectivement, affaire à suivre. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. Et puis, nous, on va continuer évidemment à parler intelligence artificielle, numérique, nouvelles technologies chez les jeunes avec notre invité. Mais d'abord, on lance la deuxième partie du talk. On le voit dans nos échanges dans la première partie. Lorsqu'ils apprennent à coder, les enfants réalisent que ce qu'ils voient dans l'ordinateur n'est pas magique, mais bien fait par des hommes et des femmes et qui peuvent le faire aussi. Évidemment, on imagine que ça démystifie l'ordinateur, la technologie et les robots. On continue d'en parler avec notre invité Axel Henkens, directeur général de Learning Robots. J'avais une question à vous poser, c'est évidemment qu'on parlait tout à l'heure d'apprendre à coder. Est-ce que c'est un effet de mode ou pas? Est-ce que c'est important? Vous disiez que c'est aussi un enjeu d'emploi, c'est aussi savoir se différencier lors d'un entretien d'embauche. Est-ce que vous diriez que ça fait ressortir quelque part son dossier pour des études supérieures ou pour un emploi? Oui, je crois que c'est une compétence acquise, c'est un petit peu comme parler l'anglais. C'est essentiel aujourd'hui. Je pense que c'est un plus en tout cas. Alors effectivement, si vous voulez être sage-femme, je ne suis pas sûr que ce soit essentiel, mais par contre, encore que je pense que de plus en plus, il y aura des technologies qui vont aider en fait les médecins au diagnostic, qui vont aider les enseignants à faire leurs cours. Donc, maîtriser l'IA, comprendre l'IA, ça peut aider dans pratiquement toutes les professions. Et dans certaines professions, c'est absolument indispensable. Si on est effectivement développeur, codeur, c'est absolument indispensable. Mais je pense qu'un peu partout, avoir cette compréhension, ça peut être effectivement un plus. Oui, parce qu'apprendre à coder, c'est aussi apprendre tout un tas de soft skills, ces compétences douces, que ce soit la résolution de problèmes, la communication, la résilience, le travail d'équipe. C'est ce que vous voyez, est-ce que vous avez à cœur aussi d'enseigner aux enfants? Alors évidemment, notre enseignement de l'IA est un enseignement collectif, c'est-à-dire que c'est en aucun cas un enseignement purement individuel. Ce sont des ateliers, en fait, dès la classe de 5e, nous fonctionnons en général avec une quinzaine d'élèves ou d'étudiants. Ils vont pouvoir manipuler, comparer leurs résultats par rapport à celui ou celle du voisin. Et donc, effectivement, c'est un effort collectif et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est une compétence qu'on acquiert, en fait, en groupe et en suscitant beaucoup de discussions très intéressant. J'imagine, c'est effectivement une expérience humaine. Est-ce que vous avez aussi des élèves qui, parce que apprendre à coder, apprendre le numérique, c'est aussi tout un tas de nouvelles ouvertures sur la vie, sur le monde professionnel, vous l'avez dit, peut-être se disent, maintenant que je sais coder, je vais peut-être pouvoir monter ma boîte, me lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voyez auprès de ces jeunes une ouverture d'esprit sur leurs possibilités professionnelles à venir? Alors oui, j'ai un cas concret qui est un alternant que nous avons chez Learning Robots,
qui est chez nous depuis 2 mois. Et il m'a dit la semaine dernière, tiens, en fait, j'ai vu qu'on pouvait peut-être faire quelque chose avec les chutes des coques. On pourrait peut-être créer un outil qui permette de recycler ces chutes de coques plastiques. Et pourquoi pas, donc, je vais commencer à me renseigner pour savoir si je peux créer mon entreprise. Et il est chez nous depuis 2 mois. Donc, je ne sais pas si c'est est-ce que c'est une bonne chose, alors? Mais en fait, l'IA ouvre l'esprit. Et en ouvrant l'esprit, ça ouvre à des opportunités et on a envie, effectivement, de prendre des initiatives. Je pense que c'est un vecteur de prise d'initiative dans la vie actuelle, qui est une vie, comme vous le savez, compliquée, complexe. Voilà. Effectivement, et la révolution du numérique est en marche aussi pour ces jeunes. Selon une étude publiée par Dell et l'Institut du Futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. L'intelligence artificielle ou la robotique vont non seulement évidemment transformer, vous l'avez dit très justement en première partie, en profondeur ces métiers, est-ce qu'ils vont aussi en créer de nouveaux? Est-ce que ça n'est pas une menace sur tout un tas de métiers existants? Alors, on peut peut-être repartir sur la marine à voile, la marine à vapeur, sur la révolte des canuts à Lyon en 1850 contre les métiers à tisser jacquard. Donc, c'est un éternel débat. En fait, toute nouvelle technologie détruit des emplois et en crée des nouveaux. L'enjeu est de savoir si on va créer plus d'emplois. C'est des emplois forcément très riches et très intéressants. Les emplois autour de l'IA sont des emplois très riches, notamment le métier de data scientist, mais également le métier de développeur, de codeur. Donc il y a plein de métiers. Et puis il y a aussi l'usage de ces technologies dans le cadre d'études de médecine, dans le cadre d'études d'architecture. Donc moi, mon sentiment, c'est que toute nouvelle technologie, finalement, finit par créer plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Et en tout cas, c'est un petit peu ça le souhait que nous avons, en sachant qu'il faut garder quand même le contrôle de l'IA, donc éviter que l'IA ne prenne le pouvoir. C'est un débat sur lequel on pourrait passer 3 émissions. Et un enjeu important. Un enjeu important, mais pour l'instant, on pense qu'on peut encore garder le contrôle de l'IA. En tout cas, c'est ce que pensent pas mal de scientifiques. Et nous travaillons simplement à la rendre claire, intelligible, pour tout un chacun. Un autre enjeu aussi, vous en avez parlé, important en ce moment, c'est le manque de développeurs en France. Selon vous, quelles sont les raisons principales qui expliquent ce déficit de développeurs? Alors, je pense qu'il y a de toute façon un manque d'attrait pour les formations scientifiques. En général, aujourd'hui, on se rend compte que les mathématiques, on a plus de mal avec les mathématiques. Pourquoi ? Je pense que l'effet post-Covid fait que les jeunes sont peut-être un petit peu moins enclins à travailler sur des matières un peu ardues. Donc il y a peut-être eu un sentiment de plus d'aller vers la facilité. On sent que, c'est une discussion que nous avons avec des gens de l'éducation nationale qui nous disent que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Ah oui, donc ça devient un phénomène de société. Faire apprendre des choses un peu complexes à des jeunes, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Alors, il faut espérer que c'est uniquement passager. Mais effectivement, les carrières scientifiques en général, et donc le codage en fait partie, sont actuellement un peu en souffrance. Quels sont les secteurs et les industries en France qui, justement, ont le plus besoin de ces développeurs que vous formez, quelque part? Vous contribuez à les former? Alors, vaste question. On a besoin de plus en plus de développeurs qualifiés, de toute façon, oui, dans l'industrie. Et bien sûr. Alors, dans l'industrie, c'est absolument évident. Je pense que tous les processus industriels vont énormément bénéficier de l'IA. C'est un enjeu de souveraineté nationale, vous diriez, Axel? Exactement. Je pense que si on veut effectivement relocaliser les usines en France, il faut avoir des gens qui maîtrisent l'IA, puisque l'IA sera de plus en plus impliquée dans des processus vertueux, des processus qui permettent effectivement de faire gagner du temps, de faire gagner de l'argent, et avoir une production en France qui soit au même prix, au même coût qu'une production en Chine ou une production dans un pays en voie de développement. Je reviens effectivement sur la production, puisque vous en parlez. Le robot que j'ai devant moi, que vous avez amené en plateau, j'ai l'impression qu'il a été imprimé en 3D, avec une imprimante 3D. Le robot lui-même n'est pas... c'est la coque. J'ai démonté voilà. Le robot lui-même est un robot qui est un petit robot chinois, c'est clair. Par contre, effectivement, tout ce qui est la coque et puis toutes les pièces plastiques en fait du robot sont fabriquées dans notre petite usine à Saclay, notre Fab Lab de Saclay. Et l'assemblage complet du robot, il fait effectivement en France. Il fonctionne avec des arènes en pin du Jura. Donc nous avons des arènes en pin du Jura que je n'ai pas apporté ici parce que c'est un peu lourd. Et donc tout ce que nous pouvons faire en France, nous le faisons en France. Et évidemment, si ce robot, actuellement, il existe à 1200 exemplaires, si demain il existe à 120 000 exemplaires, nous le fabriquons en France.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau nous parler de ces sujets importants. Souveraineté nationale, compétitivité et emploi, effectivement. Apprendre à coder aux enfants est important. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de Learning Robots, Axel N15. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à notre chroniqueuse Jeanne pour cette passionnante chronique. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.